Alors, à la base, je voulais passer un petit samedi tranquille, mais il se trouve que Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient et en Russie, a fait un entretien avec Tucker Carlson. Alors, pour remettre dans le contexte, Tucker Carlson, je suis désolé de le dire, est un peu le propagandiste en chef du régime de Trump. C'est un peu le Soloviev américain. C'est un ancien journaliste de Fox News qui a été viré de Fox News pour pas mal de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais vous pouvez faire vos recherches. Mais en général, c'est pas très joli les raisons pour lesquelles il est parti. Il a monté son propre show et depuis son show, je suis désolé de le dire, ce n'est pas du journalisme parce qu'il n'y a aucun contradictoire. C'est beaucoup plus un exercice de public relations pour le camp MAGA et on y invite les personnes qu'on a envie d'inviter, à la limite, ça pourquoi pas, mais on caresse dans le sens du poil, on ne pose pas de questions compliquées et au contraire, on est là pour encenser, dire qu'on est les meilleurs, qu'on n'a jamais eu une équipe de négociateurs aussi bons dans l'histoire des États-Unis, que Donald Trump est le meilleur président américain qui a jamais existé, etc., etc. Et du coup, il a reçu Steve Witkoff. Alors, je pense qu'il est important aussi, avant de commencer, de préciser que, bien sûr, il y a le secrétaire d'État qui est Marco Rubio, mais dans la logique de Donald Trump, je pense à titre personnel que le pouvoir de la politique étrangère est beaucoup plus le fait de personnes comme Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial, qu'une personne comme Marco Rubio. Et Steve Witkoff est un homme qui est né en 1957, il est new-yorkais et n'a pas du tout d'expérience en tant que diplomate. Au contraire, c'est un peu comme Donald Trump, c'est un maga de l'immobilier à New York, un milliardaire qui a une histoire personnelle aussi assez compliquée avec un fils qui est mort d'une overdose d'Oxycontin, donc cette drogue qui sévit à travers les États-Unis et qui est vraiment un problème profond de santé publique aux États-Unis. Je ne vais pas faire une vidéo sur l'Oxycontin, j'en parlerai un jour. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus quelqu'un qui est dans la logique des camps populistes, une personne qui est un disrupteur, parce que c'est pas du tout un diplomate. C'est quelque chose qui se ressent profondément dans l'entretien qu'il a avec Tucker Carlson. Et d'ailleurs, c'est assez affolant, parce que, et on va le voir dans une partie du clip que je vais mettre bientôt, une profonde méconnaissance, en fait, tout simplement, de ce que c'est l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine. Je l'ai aussi entendu parler sur Gaza, c'est assez catastrophique. Je l'ai entendu parler sur Israël aussi, c'est assez problématique ce qu'il raconte, mais sur l'Ukraine, ça montre vraiment le niveau de méconnaissance de ce qui se passe actuellement et c'est triste parce que ce sont des personnes qui vont prendre des décisions pour des centaines, voire des millions de personnes. Et du coup, on va regarder le clip ensemble. Il est en anglais, mais je vais le traduire directement et on va un peu s'intéresser dans cette vidéo à vraiment savoir de quoi il en est, de qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qu'il dit de faux, qu'est-ce qu'il dit de vrai. Spoiler alert, on est quand même plus sur du faux que sur du vrai. Mais voilà, sans plus tarder, commençons la vidéo. First of all, I think the largest issue in that conflict are these so-called four regions: Donbass, yes. Crimea, the names Lugansk, yeah. Lugansk, and there's. Bon, déjà ici, on voit, et c'est assez triste de voir que Steve Witkoff a déjà du mal à un peu signifier quelles sont les quatre régions qui sont contestées entre la Russie et l'Ukraine. Il dit Crimea, Donbass, et après il se souvient pas vraiment des deux autres. Alors, il est important de préciser déjà que le Donbass n'est pas une région administrative. Dans le Donbass, on a deux régions administratives qui sont l'oblast de Donetsk et l'oblast de Luhansk. Après, il y a bien sûr la Crimée. Et après, les deux autres, où il ne se rappelle même pas. Rappelons-le qu'il y a des millions de personnes qui sont sous occupation actuellement dans les deux oblasts dont il ne se rappelle pas le nom, qui sont les oblasts de Kherson et de Zaporizhzhia. Donc c'est assez triste de voir qu'il a même du mal à se souvenir des oblasts qui sont en train d'être discutés entre la Russie et l'Ukraine. Mais continuons la vidéo. There's two others. They are Russian speaking. Alors, they are Russian speaking. Ce sont des régions russophones. Encore une fois, c'est une très mauvaise connaissance, une très mauvaise compréhension de ce que c'est la question de la russophonie ou de l'ukrainophonie en Ukraine. Les régions de l'est de l'Ukraine et du sud de l'Ukraine sont, de par leur histoire, des régions où il y a une communauté russophone très importante parce que la Russie, rappelons-le, est venue de manière coloniale en Russie, a envahi l'Ukraine comme un empire envahit une région et, de facto, y a imposé la langue russe. C'est quelque chose qu'on a vu aussi bien en Géorgie qu'en Tchétchénie, qu'au Daghestan, Yakoutie, Bouriatie, etc. Et bien sûr, on l'a vu en Ukraine, mais étant donné que c'est une imposition coloniale, la langue russe est surtout imposée de manière citadine. C'est quelque chose qu'on peut voir de manière générale dans l'histoire coloniale. On peut le voir notamment, par exemple, si vous regardez l'Afrique de l'Ouest ou par exemple l'Afrique du Nord, on a beaucoup plus tendance à parler français dans les grandes villes. Je ne sais pas, par exemple, on a beaucoup plus tendance à parler français dans des villes comme Alger, des villes comme Marrakech, etc. Ou des villes comme
Dakar, mais dès qu'on va quitter les villes, on va beaucoup plus parler les langues locales, qui étaient les langues d'origine, comme le Derija par exemple, tout simplement pour l'Algérie et pour le Maroc. Et bien c'est exactement la même chose en Ukraine, c'est qu'on a tendance à parler russe dans les villes, parce que, la culture russe s'est imposée beaucoup plus fort dans les villes, l'administration russe s'est imposée dans les villes, et surtout, il était impossible pour les personnes qui vivaient dans les villes de trouver du travail s'ils étaient ukrainophones ou s'ils ne parlaient pas du moins un bon niveau de russe. Par contre, dès que vous quittez les villes Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk, Louhansk, etc., et que vous allez dans les campagnes, là, on va beaucoup plus parler ukrainien. Par exemple, dans la région de Kherson, la région de Zaporizhzhia, on parle ukrainien dans les campagnes. Alors, soit on parle ukrainien, soit on parle, bien sûr, il y a des gens qui parlent russe, mais il y a aussi des gens qui parlent un sourgique. Donc, le sourgique, c'est un terme en Ukraine qui est utilisé pour définir une sorte de langue à cheval entre l'ukrainien et le russe. C'est soit de l'ukrainien avec beaucoup de mots de russe, soit c'est de russe avec beaucoup de mots d'ukrainien. Par contre, c'est faux de dire que ce sont des régions russophones. Ce sont des régions au maximum, à minima, pardon, bilingues, mais on parle beaucoup ukrainien. Et du coup aussi, qu'est-ce que ça veut dire? S'il dit « Ah, mais ce sont des régions russophones », est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, dans la logique de Steve Witkoff, que l'Ukraine aussi abandonne l'oblast de Kiev où il y a beaucoup de personnes qui parlent russe, l'oblast de Tcherniv où il y a beaucoup de personnes qui parlent russe? Quelle est la logique ici? La Bessarabie aussi, par exemple, beaucoup de personnes parlent russe en Bessarabie, parce qu'en Bessarabie, il y a des gens qui parlent hongrois, il y a des gens qui parlent roumain, il y a des gens qui parlent ukrainien, mais on a utilisé le russe comme étant une langue vernaculaire pour se comprendre, parce que c'était la langue de l'Empire. Donc c'est une rhétorique à la fois ignorante et par conséquent une rhétorique dangereuse, parce que ce ne sont pas des régions russophones, ce sont des régions bilingues dont le russe est devenu une langue, non pas par ex nihilo, mais tout simplement parce que voilà, c'est l'imposition coloniale. Et ça, c'est important de le prendre en compte, ce ne sont pas des régions russophones. There have been referendums where the overwhelming majority of the people have indicated that they want to be under Russian rule. Alors, et là, on est complètement dans la désinformation russe. Il n'y a pas eu de référendum en 2022. Déjà, il faut retrouver le contexte. Déjà, ce qui se passe, c'est que la Russie envahit en 2022 l'Ukraine. Énormément de personnes quittent le territoire à ce moment-là. On a des vagues d'immigration d'Ukrainiens de Zaporizhzhia et de Kherson. On va se concentrer sur Zaporizhzhia et Kherson ici parce que Donetsk et Louhansk, étant donné qu'une partie était déjà complètement sous contrôle des Russes depuis 2014 et que la majorité des pro-ukrainiens ont quitté ces régions-là à ce moment-là, on ne va pas en parler, surtout que de manière globale, les Russes n'ont pas avancé de manière... Enfin, ils ont pris Mariupol, ils ont pris des villes importantes au tout début de la guerre, mais vraiment la grosse partie qui a été prise par les Russes en 2022, c'est vraiment Zaporizhzhia et Kherson. Et donc déjà, il y a énormément de personnes qui ont quitté et il y a eu des référendums, mais ces référendums n'ont en aucun cas été approuvés par les institutions internationales parce qu'il n'y a pas eu d'observateurs qui ont pu regarder la véracité de ces référendums. Et surtout, toutes les informations qu'on a de ces référendums, c'était les soldats russes qui arrivaient toc 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 à la porte avec une petite urne et les gens devaient voter fusil sur la tempe. Donc, est-ce que ce sont vraiment des référendums qui sont légaux? On peut vraiment en douter. Concrètement, ce sont des référendums complètement illégaux parce qu'ils ont été faits, dans un contexte où énormément de personnes avaient quitté le territoire. Deuxièmement, ça a été fait par une population, par une armée occupante. Troisièmement, ça a été fait avec violence. Et quatrièmement, quand on connaît la relation que la Russie a avec la démocratie, on peut se poser vraiment des questions sur les référendums démocratiques qui ont eu lieu. Donc non, on ne peut pas se baser là-dessus pour dire qu'il y a eu des référendums qui disent que maintenant les Ukrainiens de ces régions-là veulent être sous la coupe des Russes. Par contre, il y a des référendums, eux, qui ont été reconnus de manière internationale, légaux, de manière transparente. Ce sont les référendums de 1991, à un moment où des régions d'Ukraine ont dû décider de savoir si oui ou non elles voulaient rejoindre l'Ukraine libre ou la Russie, et notamment la Crimée qui a voté à 55%, Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson qui ont voté à plus de 90% pour rejoindre l'Ukraine. Il y a des régions traditionnellement ukrainiennes qui n'ont pas voulu rejoindre l'Ukraine à ce moment-là, c'est notamment le cas de l'oblast de Belgorod ou même de Koursk dans une certaine mesure.
Donc ça, c'est le choix démocratique qu'ils ont fait. Par contre, considérer que ce sont des référendums légaux, c'est très dangereux parce que ça veut dire que demain, une armée peut rentrer sur un territoire, forcer la main à un pays pour voter son annexation et voilà, demain, je ne sais pas, Taïwan ou d'autres pays se retrouvent de manière complètement illégale sous la coupe d'un autre pays. Alors, étant donné que le régime de Trump a envie de faire plus ou moins la même chose, je pense, avec le Canada et peut-être le Groenland, peut-être que les mecs, ils prévoient ça en amont, mais la rhétorique est complètement fallacieuse, soit prouve une connaissance assez catastrophique de la région, de l'histoire et de ce qui s'est vraiment passé, soit une compromission intellectuelle et idéologique dangereuse pour l'Amérique. Mais continuons la vidéo. That's the key issue in the conflict. So that's the first thing. That when that gets settled, and we're having very, very positive conversation. Alors, when is going to get settled? Quand ça va être réglé? Parce que donc il dit this is the key issue, c'est vraiment le problème principal. And when it's going to get settled, on va pouvoir avancer. Quand ça va se résorber, on va pouvoir avancer dans les conversations, dans les négociations. Et après, il dit on a de très grands espoirs que ça arrive bientôt. Mais à quel moment en fait? À quel moment? Parce qu'après, dans la suite du clip, Tucker Carlson dit que ce sont des régions qui sont sous contrôle russe, ou si pas sous contrôle russe, qui ont été reconnues comme étant russes par la constitution russe. Parce qu'il est important de rappeler qu'en 2022, la Russie a mis dans sa constitution que ces régions faisaient partie intégrale de la Russie. Mais le problème, c'est à quel moment ça va être réglé? Il y a toujours des combats très importants dans ces régions-là. Kherson Zaporijia n'est pas contrôlé par la Russie, c'est un peu moins de 70% de la région qui est contrôlée par la Russie. Les capitales administratives de Kherson Zaporijia ne sont pas contrôlées par la Russie. Il en va de même pour Donetsk. Donetsk est contrôlé aux 2/3 par la Russie, mais il y a encore des places fortes comme Sloviansk, Pokrovsk, Kramatorsk, Konstantinivka qui ne sont pas encore tombés et au regard de l'avancée russe dans la région, ça va être très compliqué pour eux de les prendre. Et Louhansk est plus ou moins capturé, il y a encore des parties qui échappent au contrôle de la Russie, mais qui est grosso modo sous contrôle russe. Mais du coup, à quel moment ça va être settled? Parce que les Ukrainiens ne vont jamais accepter, et on va voir tout ça dans la suite de la vidéo, vont jamais accepter le fait de donner ces régions comme ça gratuitement aux Russes. Russia controls that. In fact, some of those territories are now, from the Russian perspective, part of Russia. Correct. That's correct. But this has always been the issue. Right. And it's sort of no one wants to talk about it. That's the in the room. The elephant in the room is there are constitutional issues within Ukraine as to what they can concede to with regard to giving up territory. The Russians are de facto in control of these territories. Yes. Alors là, il parle, il y a plusieurs erreurs, admettons, mais pourquoi pas. Là, il dit, et c'est vrai, il dit qu'il y a des problèmes constitutionnels en Ukraine qui posent un problème dans les négociations parce que la constitution ukrainienne interdit la reconnaissance de territoires qui ont été conquis par la Russie. Parce qu'il y a une volonté, peut-être dans un futur lointain, que l'Ukraine puisse récupérer ses territoires. On n'est pas à l'abri que la Russie s'effondre. Hein. La Russie s'effondre en général tous les 30-35 ans, donc peut-être que la Russie va bientôt s'effondrer. On n'est pas à l'abri de ça. Hein. Donc il y a, selon Witkoff, des problèmes constitutionnels. Après, il dit que de facto, la Russie contrôle ses territoires. Encore une fois, je viens d'en parler, c'est faux. De facto, la Russie contrôle la Crimée et peut-être Louhansk, et c'est tout. Contrôle pas Donetsk, contrôle pas Zaporijia, contrôle pas Kherson. Donc c'est une erreur, c'est faux, et continuons. The question is, will they be, will the world acknowledge that those are Russian territories? Will it? Alors, est-ce que le monde, donc il dit, est-ce que le monde va reconnaître que ces territoires sont russes? Alors peut-être les États-Unis, mais par contre l'Europe à aucun moment ne va accepter le fait de reconnaître ces territoires comme étant russes, parce que c'est entériner le fait que la Russie peut envahir des territoires comme elle a envie, les mettre dans sa constitution, faire du chantage, mener des guerres et continuer continuellement à agresser et à provoquer ses voisins. Et ça veut dire que demain, la Russie peut envahir les pays baltes, c'est-à-dire que demain, la Russie peut envahir la Géorgie, elle l'a déjà fait, mais elle peut aller encore plus loin. Bon, maintenant, elle n'a plus vraiment besoin parce que la Géorgie est complètement sous la coupe de la Russie, parce qu'ils ont réussi à mettre un gouvernement pro-russe. Ça veut dire que demain, ils peuvent continuer à envahir l'Ukraine. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Donc non, peut-être que l'Amérique va reconnaître ces territoires, mais par contre, en aucun cas, l'Europe, l'Union européenne et beaucoup de pays dans lesquels il y a des contentieux territoriaux vont reconnaître ces territoires comme étant pris par la Russie. Et dans le lot, il y a des pays aussi bien africains que des pays asiatiques, que des pays d'Asie centrale, que bien sûr
des pays d'Amérique du Sud. Donc non, le monde ne va pas reconnaître et étant donné que l'Amérique n'a pas forcément autant de puissance qu'elle avait à une époque, est-ce qu'elle va réussir à forcer les territoires, enfin les pays à reconnaître? Force est de constater que, enfin, je ne suis pas vraiment sûr de ça à titre personnel. Can Zelensky survive politically if he acknowledges this? Alors on revient sur le grand classique, est-ce que Zelensky va pouvoir survivre politiquement s'il reconnaît l'annexion de ces territoires? Encore une fois, c'est une vue de l'esprit. Zelensky n'est que le président de l'Ukraine qui a été démocratiquement élu. Au regard de la constitution ukrainienne, étant donné qu'il y a une guerre, il ne peut pas avoir d'élection en Ukraine. Par contre, et c'est ça qui est fascinant avec justement les puissances qui se veulent des puissances autoritaires ou les puissances autoritaires, c'est qu'elles sont persuadées que tout est dirigé par une seule personne, alors que Zelensky n'est que l'expression du peuple ukrainien. Et que si demain, ce n'est pas Zelensky, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera quelqu'un comme Zaloujny, si bien sûr il y a un processus démocratique respecté et qu'il n'y a pas des interférences aussi bien russes qu'américaines. Mais si demain, on a un gars comme Zaloujny au pouvoir, qu'est-ce que ça va changer, en fait? Et je pense que quelqu'un comme Zelensky a montré à de nombreuses reprises qu'il n'est pas forcément là pour sa survie politique. Contrairement à quelqu'un comme Poutine ou quelqu'un comme Netanyahou, par exemple. Et d'ailleurs, il l'a dit lors d'une conférence, si je suis l'obstacle, donnez-nous l'OTAN et moi, je me retire directement. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir si oui ou non Zelensky va se présenter aux élections, parce que je pense que quelqu'un comme Zelensky a le sens des intérêts de son peuple. Et s'il est dans l'intérêt de l'Ukraine de se présenter, il se présentera. S'il n'est plus dans l'intérêt de l'Ukraine de se présenter, il ne se présentera pas. Mais encore une fois, c'est une vue de l'esprit. Je pense qu'ils résonnent comme des Russes. Et en fait, je pense que malheureusement, quand on les écoute, ils sont complètement embobinés dans le narratif du Kremlin, au point où ça devient pratiquement pathétique. This is the central issue in the conflict. Absolutely that. On NATO, I think that Zelensky and he's got a right-hand guy, Yermak. I think that they've largely conceded that they are not going to be a member of NATO. There's been all kinds of... Alors, ça encore une fois, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a jamais eu de question d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Sous Joe Biden, sous Obama, sous Trump, ça n'a jamais été une question. Et je pense que c'est quelque chose, c'est encore une fois une vue de l'esprit de la propagande russe. Le problème, c'est pas l'OTAN. La Russie n'a pas attendu la création des États-Unis et la création de l'OTAN que pour avoir des visions et des visées coloniales et impériales sur l'Ukraine. Donc la question, encore une fois, c'est pas l'OTAN, mais continuons ce qu'il raconte parce qu'après, il va raconter n'importe quoi. Mais bon, voilà, que voulez-vous que je vous dise? About whether they could still have, quote unquote, what is called Article 5 protection, Right. which gives every NATO country has this Article 5 protection. Yes. And whether Ukraine could have that in some respect from the United States or European nations without being a member of NATO. And I think that's open for discussion. But I think it's accepted that Ukraine, and Russia, if there's going to be a peace deal, Ukraine cannot be a member of NATO. I think that's largely accepted. Et là, il dit, donc on l'a dit, il a accepté que l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN, mais par contre, on va négocier la question de l'article 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. La seule raison pour laquelle l'Ukraine a envie d'être dans l'OTAN, c'est pour l'article 5. Donc l'article 5, rappel juridique, l'article 5 est un article prévu dans la charte du traité de l'Alliance Atlantique qui suppose que si un État est attaqué, donc un État de l'Alliance est attaqué, tous les États de l'Alliance doivent porter secours à cet État. Et d'ailleurs, il a été utilisé une seule fois, c'est lorsque l'Amérique a été frappée par le 11 septembre, on a activé l'article 5 et tous les alliés de l'OTAN de l'Amérique sont venus au secours de l'Amérique. Donc pour l'instant, il n'y a que l'Amérique qui a profité de cet article 5. Mais ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle l'Ukraine va être dans l'OTAN, c'est pour l'article 5. C'est pas pour l'article 1, 2, 3, 4 ou 7, 8, 9, 10, c'est pour le putain d'article 5, excusez-moi mon langage. Donc, de quoi il parle? D'un côté, il dit, c'est complètement accepté qu'ils vont jamais rentrer dans l'OTAN, mais par contre, pourquoi pas l'article 5? Donc, ça n'a aucun sens. Alors, soit c'est une technique de diplomate un peu bam bam, on navigue, etc. Soit le mec a rien compris de A à Z, et quand je l'entends parler sur l'Ukraine ou même sur Gaza, on peut se poser la question de savoir si c'est pas de la simple, complète ignorance. Parce que, encore une fois, la raison pour laquelle l'Ukraine veut rentrer potentiellement dans l'OTAN, c'est parce que la Russie menace, et un moyen d'avoir des alliés, c'est de rentrer dans l'OTAN. Ça s'arrête à ça plus ou moins. Donc le gars, encore une fois, en fait, c'est vraiment, et je vais finir là-dessus, c'est juste, ce sont eux qui sont en charge de la diplomatie mondiale. Ce niveau d'ignorance et d'arrogance.
et ce niveau d'incompétence. Enfin, dans le sens, peut-être qu'il est très fort dans le real estate building et compagnie, mais à titre personnel, en termes de diplomatie, de compréhension des enjeux, d'utiliser de manière aussi grotesque des éléments de langage du Kremlin, région russophone, il n'arrive même pas à citer les 4 oblasts. Il y a eu des référendums, ils veulent être sous la Russie et ces territoires sont contrôlés. Mais qui sont les personnes qui font des briefings pour ces personnes-là? Mais Seigneur Jésus, à un moment, il faut se poser des questions. Dans le sens, c'est que non, ces territoires ne sont pas contrôlés, à part la Crimée et peut-être Louhansk. Non, les référendums ne sont pas des référendums légaux et ce sont des référendums qui ont été faits fusillés au point par l'armée russe. Non, ce ne sont pas des régions russophones, ce sont des régions à minima bilingues où on parle ukrainien, sourgique ou russe. Et non, l'Ukraine, bien sûr, ne va pas rentrer dans l'OTAN, mais en même temps, pourquoi pas l'article 5? Donc, est-ce qu'il comprend comment fonctionne l'Alliance Atlantique? Je ne sais pas. Moi, à titre personnel, quand je vois ça, j'ai très peu d'espoir pour l'Amérique, parce que si ce niveau d'incompétence se retrouve dans toutes les sphères de la politique américaine, eh ben, help us God, ça risque d'être rocky. Après, en ce qui concerne l'Ukraine, il y a des pressions internes aux États-Unis où il y a quand même beaucoup de républicains qui sont un peu des vieux faucons de la guerre froide, qui sont conscients que ce que fait Donald Trump n'a aucun sens. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un semblant de cessez-le-feu pour faire plaisir à Donald Trump, un peu sur le modèle d'Israël-Gaza. Il y a eu un cessez-le-feu là et bon, 2 mois plus tard, c'est reparti comme en 40. Hein. Donc, waouh, super la capacité de négociation de Donald Trump et de Steve Witkoff. D'ailleurs, je vous invite à regarder le podcast en entier. Tucker Carlson ne fait que répéter que Steve Witkoff est le plus grand et extraordinaire diplomate qui a jamais existé. Alors moi, je veux bien donner le bénéfice du doute. Pour l'instant, par contre, c'est un fiasco. Je pense qu'on va arriver à un cessez-le-feu pour faire plaisir à Trump, puis ça va repartir, ça va rien changer. L'Amérique va continuer à vendre des armes parce qu'elles n'ont pas le choix de toute manière de vendre des armes. Ils vont pas pouvoir couper le renseignement à l'Ukraine parce que, bon, de toute manière, s'ils coupent le renseignement à l'Ukraine, en fait, ils perdent d'une certaine mesure leur hégémonie militaire parce que tous les pays qui sont en lien avec l'Amérique, notamment les Five Eyes, vont se retirer petit à petit des collaborations de renseignement avec les États-Unis. Et donc, je ne pense pas qu'il va y avoir des paquets d'actes qui vont être votés. Par contre, ça va forcer l'Europe et l'Union européenne, la Coalition of Willing, de monter en puissance. La Russie, de son côté, essaye de gagner politiquement ce qu'elle n'a pas réussi à gagner militairement. Par contre, ça risque de prendre plus de temps que prévu. Et du coup, étant donné que la Russie est dans une mauvaise passe, ça risque de se mal terminer. Et pour l'Ukraine, de toute manière, l'Ukraine est consciente depuis 2022 qu'ils ne vont pas être capables de récupérer les territoires qui ont été colonisés. Peut-être potentiellement à un moment avec un effondrement de la Russie. On verra. Mais voilà, tout ça pour dire que ce sont eux qui décident pour nous. Bonne chance. C'est pas comme si on était dans la merde. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.